Maintenant, pour faire le point sur les nouvelles de la semaine, je retrouve les journalistes Joël-Denis Bellavance, chef du bureau parlementaire à la presse, Catherine Lévesque, correspondante parlementaire au National Post, et Boris Proulx, journaliste spécialisé en politique fédérale au Devoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Alors, commençons avec la nouvelle d'hier. Le gouvernement Alberta qui cherche la construction d'un nouveau pipeline qui se rendrait vers la côte Pacifique. Évidemment, il y a eu une réaction immédiate de la part du premier ministre David Eby en Colombie-Britannique. Joël-Denis, comment est-ce que vous pensez que cette nouvelle a été reçue par la part du cabinet du premier ministre ici à Ottawa? Avec prudence. J'ai bien aimé la réaction qu'a émise le ministre des Ressources naturelles, Tim Hodgson, parce qu'on lui a lancé une quasi-patate chaude, parce qu'on n'est pas prêt encore à se mouiller beaucoup du côté d'Ottawa sur la question d'une construction de pipeline. Mais évidemment, la première ministre de l'Alberta force le débat. Elle le force, mais en mettant beaucoup de ses propres œufs dans le panier, en ce sens qu'il n'y a pas de secteur privé ou d'entreprises qui sont prêtes à financer le projet. Donc, ce sont les contribuables albertains qui vont commencer à financer le projet qui est encore embryonnaire. On verra la suite des choses, mais il y a encore beaucoup d'obstacles à surmonter de la part de Mme Smith du côté de la Colombie-Britannique avant que ce projet se réalise et avant qu'elle attire des entreprises du secteur privé. Mais il reste que, dans le cas de du gouvernement de Mark Carney, ça modifie la dynamique parce qu'on veut annoncer des projets qui vont être couronnés de succès. Donc, celui-ci, parce qu'il est controversé, on est loin de la coupe aux lèvres, si on peut dire. Justement, Catherine, sans l'adhésion de la Colombie-Britannique, le gouvernement Carney se trouve un peu dans une situation délicate, je pense qu'on peut dire. Selon vous, s'agit-il strictement d'une proposition économique de la part de Mme Smith ou y a-t-il aussi une manœuvre politique? C'est un peu des deux. Je pense que Mme Smith, on a vu dans les nouvelles, Imperial Oil, par exemple, qui quitte Calgary, son siège social, qui le déménage. Je pense qu'elle voulait envoyer... on savait que ça s'en venait. Je pense que le gouvernement Carney était au courant que cette nouvelle s'en venait aussi. Et elle l'accueille de façon assez favorable. Par contre, je pense que vraiment Mme Smith là, pousse la note pour envoyer un signal à l'industrie que, en fait, l'Alberta est ouvert aux affaires, qu'on veut éventuellement attirer un pipeline. Mais aussi, je pense que c'est politique, là, évidemment, parce qu'elle veut, en fait, mettre de la pression sur le gouvernement fédéral là, pour pousser un pipeline. Dans les faits, ça va être compliqué. C'est pas quelque chose qui peut arriver demain matin. Il n'y a pas de promoteur privé, comme on l'a indiqué. Et M. Eby ne veut rien savoir carrément. Donc, j'ai hâte de voir comment le gouvernement fédéral va se démêler là, de ce pétrin-là. Boris, M. Carney a quand même été élu promettant de réaliser des grands projets, dont ceux peut-être en matière d'énergie. Pensez-vous qu'on voit quand même une certaine acceptabilité sociale grandissante à ce niveau-là de la part de la population canadienne? Grandissante peut-être, il faut voir d'où c'est parti, là. Mais une accessibilité sociale, ça reste à prouver. M. Carney, oui, a été élu en promettant les grands projets, mais à toutes les occasions, on lui posait la question, par exemple, est-ce que vous seriez prêt à imposer un pipeline au Québec? Et la réponse était non, on a besoin de l'accord de la province. On a besoin de l'accord des groupes autochtones, on a besoin de l'acceptabilité sociale, autrement dit, puis ça, c'est vraiment pas fait en Colombie-Britannique. Une province qui s'opposerait, par exemple, à un projet de pipeline, si c'est bon pour le Québec, tout porte à croire que c'est bon aussi pour la Colombie-Britannique et que David Eby aurait donc le pouvoir de refuser un projet comme ça. On verra. Tout le monde était très d'accord tout près du chalet de Doug Ford dans les Muskoka cet été pour le Conseil de la Fédération. Même Mme Smith, M. Eby, tout ça. Là, on voit qu'il y a des fractures qui commencent à mesure que le projet, le projet de loi sur les grands projets d'intérêt national se met à un peu se dévoiler, où on commence à en savoir plus. Il y a des intérêts divergents comme l'Alberta et la Colombie-Britannique. Ça, c'est important ce que mentionne Boris. On a vu jusqu'ici qu'il y avait une grande unité des provinces et le fédéral pour ramer dans la même direction, pour diversifier l'économie canadienne, réduire notre dépendance face au marché américain, mais ça risque d'être la première fissure qui apparaît, le fameux pipeline, dans l'armure canadienne qui a été solidifiée après le retour au pouvoir de Donald Trump. Donc, ça risque, faut être surveillé. Ça pourrait avoir aussi un effet sur l'unité nationale, parce que si un pipeline est rejeté par une province ou le fédéral, l'Alberta va jouer ça gros, va sentir un peu un rejet de la part du reste du pays, et ça peut enflammer les passions en Alberta. Ouais, on verra la suite. Parlons maintenant de criminalité. Journée d'opposition en Chambre aujourd'hui. Les conservateurs ont encore relancé le débat sur la réforme de la libération sous caution. Les libéraux ont promis d'agir, mais la réponse tarde à venir. Catherine, est-ce que vous croyez que le ministre de la Justice, Sean Fraser, pourrait quand même s'inspirer des propositions conservatrices ou même essayer de s'approprier leurs idées?
Je pense que M. Fraser a déjà été clair qu'il allait déposer un projet de loi à cet effet-là plus tard ce mois-ci, ou le premier ministre a dit dans les prochaines semaines. Donc, ça s'en vient. Je pense que ce que les conservateurs essayent de faire, oui, c'est de mettre de la pression, mais c'est aussi de couper l'herbe sous le pied des libéraux, puis de dire, écoutez, vous n'avez qu'à prendre notre projet de loi, ça va aller plus vite, et on peut l'adopter. Par contre, je pense qu'il y a effectivement une fissure. Là. Déjà, aujourd'hui, on a vu M. Carney, à la période des questions, rejeter la proposition conservatrice, dire « vous vous inspirez de ce qui se fait au sud de la frontière, donc des Américains ». Alors, j'ai l'impression qu'il va y avoir des considérations là, par rapport à la Charte des droits et libertés. Je pense qu'il y a des considérations juridiques là, qui vont changer, mais une chose est certaine, il y a cette réforme qui s'en vient et elle devrait arriver là, dans les prochaines semaines. Boris, sur le dossier de la sécurité publique, les libéraux ont vraiment donné la priorité à la législation sur les crimes haineux ou le programme de rachat des armes à feu. Oui. Est-ce que vous croyez qu'ils passent quand même à côté de la véritable préoccupation des Canadiens quant aux crimes qu'on voit et toute la question de la récidive et tout le reste? Je crois que ça, c'était d'autres questions qui préoccupaient les Canadiens quand même et des projets de loi aussi qui étaient plus avancés. C'était des projets qui étaient dans les cartons depuis un petit moment. Il y avait des attentes que ça se fasse rapidement. Ces deux choses-là, je pense. Concernant le projet de réforme du Code criminel, c'est pas un petit morceau, là. Je veux dire, si on se base sur la plateforme libérale, il y aurait, par exemple, l'idée de faire un meurtre motivé par la haine comme un féminicide, un meurtre au premier degré. On peut s'attendre à ce que ce soit essentiellement ça, le projet de loi, je pense, mais il y a toutes sortes d'implications pour la Charte canadienne des droits et libertés, confère à notre droit à tous, au droit à vous et moi de ne pas être arrêté arbitrairement par la police. On a le droit à être libéré sous caution jusqu'à notre procès, ce genre de choses-là, à moins qu'on représente un danger pour la société. Donc, les conservateurs, s'ils veulent s'attaquer à ça, attention, parce que la Constitution, quand même, qui protège ces droits-là, et une telle loi pourrait être défaite par les tribunaux. Ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que les provinces exercent aussi des pressions. Venant du Québec, notamment, Doug Ford aussi demande à ce qu'on serre la vis en matière de libération conditionnelle, et même la Colombie-Britannique. Ça, c'est intéressant parce qu'en Colombie-Britannique, il y a un phénomène qui est quand même occupé beaucoup de la place, c'est les phénomènes d'extorsion. Des commerçants qui sont victimes d'extorsion de la part de groupes criminels organisés qui ont des liens avec l'Inde. Donc, ça va loin. Les pressions sont, oui, venant du Parti conservateur, mais il ne faut pas négliger les provinces qui, elles, sont aussi responsables de l'application du Code criminel. Le Code criminel est adopté par le fédéral, mais l'application de la loi relève aussi des provinces. Donc, les provinces ont un rôle à jouer aussi dans le resserrement des mesures concernant le crime ou la loi et l'ordre. Boris Proulx, Joël Denis Lalance, Catherine Lévesque, merci vous trois d'avoir été là ce soir. Merci.